Ma tâche est très agréable ce soir parce que bien, je dois parler d'un pays qui m'est très cher, la Lituanie, dans des circonstances heureuses avec donc la présidence de l'Union européenne. Et puis parce que ce pays est singulier à différents égards. Alors, Dalia a eu la gentillesse de m'offrir 10 minutes pour parler de l'histoire de la Lituanie, c'est-à-dire du premier millénaire à nos jours, 1991, donc je vais essayer d'être concise. Alors, double singularité pour ce pays, pour tenter une synthèse. Une première singularité en fait sur le temps long et une seconde sur le temps court. Le temps long, c'est pour mettre en évidence une identité nationale particulièrement forte, contrairement à ses deux voisins baltiques, la Lettonie et l'Estonie. Une identité nationale forte qui puise en fait ses racines dans un imaginaire collectif dense, alors nourri du paganisme, de la culture païenne très longue en fait de la Lituanie, avec des références, des traditions qui font référence à des divinités, à des diablotins batifaleurs, enfin une identité collective, donc qui prend ses racines dans cet héritage païen. Une identité aussi nationale particulièrement forte, là encore contrairement à Riga et à Tallinn, en raison d'un patrimoine historique des plus riches en Europe. Et bien souvent, il est particulièrement méconnu en France, enfin, je dois aussi ajouter pour toute l'Europe occidentale, pour de très mauvaises raisons. Et on va essayer, j'espère en tout cas ce soir, de vous inviter à découvrir ce patrimoine fort riche. Et une autre singularité, dans le temps court, en fait, le temps strictement contemporain qui nous intéresse, à partir du recouvrement de l'indépendance de la Lituanie en 1990-1991 au plan international, dont on vous parlera évidemment plus longuement Delia. Et cette singularité, à mes yeux, elle repose en fait sur une posture internationale, c'est-à-dire une projection à l'international très dense, là encore, de la Lituanie, contrairement aux deux autres Baltes, mais même contrairement à la Pologne qui a assumé la même présidence il y a 2 ans, mais nous aurons le temps de revenir sur tous ces facteurs de force en fait qui caractérisent donc la Lituanie contemporaine. Donc qu'en est-il de la première Lituanie, allez, disons à partir de l'an 1009, puisque c'est la date retenue en fait par les historiens pour le début, pour la naissance de la Lituanie. Pourquoi début, pourquoi naissance de la Lituanie? Parce qu'en fait, les archives retrouvées en Russie, en Pologne, font état du mot en latin litua à partir de 1009, et un terme qui reviendra de manière régulière et récurrente à partir de 1020-1040 dans les archives allemandes, c'est-à-dire germaniques de l'époque. Donc, un pays qui va se forger une identité à partir de cette culture païenne dont j'ai parlé, pour devenir, en l'espace de 2 siècles, enfin 2 siècles et demi, la puissance sur laquelle va se reposer la papauté, aussi bien d'ailleurs Avignon que Rome, ou Rome et Avignon, de manière alternative, pour faire de la Lituanie, en fait, l'identité chrétienne du continent central, mais aussi une forteresse de cette même chrétienté. Et c'est d'autant plus remarquable que, en fait, ce statut de grande puissance, hein, qui va s'imposer 4 siècles durant, ce statut de grande puissance, en fait, s'est construit par rapport à un rejet de cette même Lituanie. Je m'explique. À partir donc de l'an 1000, la Lituanie étant amplement païenne est déclarée ennemie numéro 1 par le pape lui-même, et il va lancer ce qu'on appelle des croisades baltes à partir de différents ordres, le porte-glaive et surtout l'ordre teutonique à partir du XIIIe siècle. L'ennemi numéro 1 à battre, en quelque sorte, c'est cette Lituanie qui papillonne entre différentes cultures, et puis cette culture païenne, on ne la reconnaît pas. Ces diablotins, ces divinités, on ne comprend pas ce que c'est. Donc, croisade balte pour éradiquer la Lituanie, mais contre toute attente, cette même Lituanie résiste, notamment à travers une région qui est
symboliquement très reconnu dans le pays, la Samogitie, il va y avoir déjà un art de la dissidence qu'on va retrouver jusque sous l'époque russe et soviétique. La Lituanie résiste. Et elle résiste d'autant plus que progressivement, une autre puissance va s'intéresser à elle et va s'attacher à elle, c'est la Pologne. Mais il faut bien avoir en tête, contrairement souvent à notre imaginaire occidental, que la Lituanie est plus puissante que la Pologne. Et progressivement, la Lituanie et la Pologne donc, vont avoir différentes raisons de se rapprocher, de s'unir. Il va y avoir deux unions majeures, celle de 1387 et celle de 1569. La première, 1387, celle que l'on appelle l'union de Kreva avec un K, et la seconde, 1569, l'union de Lublin, et c'est un nom qui nous parle davantage, évidemment, parce que c'est une ville de Pologne, connue pour différentes raisons. Et ces deux unions vont cristalliser cette union, qui vont faire de ces deux États la puissance la plus importante au centre de l'Europe. Et le maillon fort de cette union, dans un premier temps, c'est-à-dire au XIVe siècle, c'est la Lituanie, et progressivement, à partir de 1569, et ça c'est un paradoxe en fait de l'histoire lituanienne, alors que c'est elle qui apporte le plus de gains, de force au sein de ce mariage, la Lituanie progressivement va être mangée par la Pologne, où, il faut le dire plus élégamment, la Pologne va prendre l'ascendant sur la Lituanie à partir de 1569. Toujours est-il que de 1569 à 1795, ces deux États, appelés la République des deux Nations, qui est une sorte de fédération moderne, en fait, la République des deux Nations, va dominer le centre du continent européen. Et c'est la Lituanie, avant de s'unir à la Pologne, donc qui apporte la dot la plus importante, territorialement parlant, militairement parlant, une dot territoriale, en fait, qui s'étend de Riga, donc de la mer Baltique, à la mer Noire, à Odessa, en Crimée. Vous imaginez, on traverse toute l'Europe, du nord au sud. C'est ce patrimoine territorial, historique, politique, militaire, qui appartient à la Lituanie. Et dans un sens est-ouest, bon, la délimitation est un peu plus délicate, mais au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire, grosso modo, de Smolensk à Stettin, à la Prusse orientale. Donc c'est un immense empire. Et cet empire donc, devient la forteresse de la papauté, la forteresse chrétienne de ce continent, pour contenir les invasions venues de l'Est, du Grand Est, les invasions, la horde d'or, notamment la horde tataro-mongole, mais aussi turque, les invasions musulmanes, orthodoxes, sous le sceau de la Kiévie, puis après de la Moscovie, la Kiévie donc de la Rousse, mais aussi donc pour se battre du côté occidental contre l'ordre teutonique, qui n'est plus du tout en odeur de sainteté auprès de Rome. Il l'a été à partir de Jérusalem, du XIIe siècle. C'était lui qui devait propager le christianisme. Et bien maintenant, en fait, ce messianisme revient à la Lituanie en particulier, et à partir de 1569, à cette double république polono-lituanienne qu'on appelle soit Respublika du côté lituanien ou Respospolita du côté polonais. Donc cette Lituanie occupe une place particulièrement importante et elle va terrasser, certes avec la Pologne, mais elle terrasse l'ordre teutonique en 1410. C'est une des batailles les plus importantes du continent européen, enfin central européen. C'est la fameuse bataille de Tannenberg ou Grunwald. Donc cet ordre teutonique terrassé fait de la Lituanie la puissance continentale, sans conteste. Mais c'est précisément parce qu'elle va être jalousée que progressivement, tous les empires ou tous les royaumes ou toutes les principautés alentour, celles qui vont commencer à contester cette puissance, c'est la Suède, au XVIIe siècle, le grand déluge suédois, qui veut dire ce qu'il veut dire, déluge qui vient vers le nord et qui va rogner progressivement le territoire lituanien. Puis la Russie, du côté est, pareil, XVIIe siècle, qui va rogner progressivement les entités orthodoxes qui avaient été avalées par la Lituanie. Et coup de semonce, c'est le XVIIIe siècle. Il va y avoir 3 partages successifs sous le joug russe, mais en appui avec la Russie et l'Autriche,
avec la Prusse et l'Autriche, donc les trois puissances qui entourent celle de Lituanie et de Pologne, et donc suivant trois étapes successives, 1772, 1793 et 1795, donc encore une fois sous la houlette de la Russie et surtout de Catherine II pour les deux derniers, la Pologne et la Lituanie vont être démembrées au profit de trois puissances. La Pologne va être happée par la Prusse et l'Autriche, et la Lituanie, ce qu'on appelait le Grand-Duché de Lituanie, va être donc incorporée totalement, ethniquement parlant, va être incorporée à la Russie des Romanov. Et il faut attendre 1918 pour qu'une puissance comme celle du Grand-Duché de Lituanie et de la République des deux nations retrouve ou recouvre son indépendance, 1918. Et donc, entre 1795 et 1918, la Lituanie donc, est sous gouverne russe. Mais cette Lituanie, qui a l'art de la dissidence, va être au cœur, en fait, des éveils nationaux de l'Europe centrale et orientale. Pourquoi? Parce que la Lituanie, à partir du XVe siècle, en fait, ce qu'on appelle le siècle d'or du Grand-Duché de Lituanie, va devenir le premier État multiconfessionnel et multiethnique de cette Europe centrale et orientale. Et le territoire de la Lituanie va abriter une autre singularité, en termes civilisationnels, la Litvaki. La Litvaki, c'est un nom plus ample qui est donné au Yiddishland, qui est plus connu en général. Ça va être en fait le centre culturel, politique, l'assise de la communauté juive d'Europe centrale et orientale. Tous les juifs qui ont dû refluer d'Allemagne au sens large, à partir des croisades de la peste noire, vont s'établir en Pologne, mais avant tout en Lituanie. Et la Lituanie va devenir ce qu'on a appelé la Jérusalem du Nord. Et cette Lituanie donc, va foisonner de différentes cultures, notamment la culture juive. Et cette culture juive va s'émanciper sur ce territoire lituanien. Toute la pensée juive traditionnelle, à la Hachkala, aux Lumières, donc prennent racine sur ce territoire lituanien. Et ce qui va, et je vais bientôt m'arrêter, ce qui va nourrir en fait cet art de la dissidence lituanienne, c'est qu'il faut vous imaginer une intelligentsia européenne à Vilnius principalement, mais à Grodno aussi, dans le nord du pays, mais à Vilnius principalement. Et les éveils nationaux donc, prennent racine en Lituanie. Pourquoi? Parce que grâce à la langue du yiddish, qui se rapproche évidemment beaucoup de l'allemand, les intellectuels yiddish, qui représentent pratiquement 50% de la population de Vilnius, vont s'imprégner des idéaux politiques révolutionnaires des Bebel, Ferdinand Lassalle, Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg. Et donc c'est Vilnius qui va porter cette révolution ouvrière, qui va ébranler l'Empire russe à partir de 1905, évidemment, avec l'autre séisme 1917. Et donc cette étincelle part du territoire lituanien, et notamment à travers le fameux Bund, qui est l'alliance des ouvriers, en fait, syndicat des ouvriers juifs, polono-lituaniens russes. Et donc la Lituanie joue un rôle très important dans les éveils nationaux qui vont ébranler les empires russes d'abord, puis autrichiens et prussiens. 1918, donc, au terme de la Première Guerre mondiale, la Lituanie recouvre sa souveraineté, plus facilement du reste que la Lettonie et l'Estonie. Et là, il va y avoir quand même une sorte encore de trou noir pour la Lituanie, qui va flirter, on dirait aujourd'hui, avec l'extrême droite, avec un nationalisme bien avéré. Seconde Guerre mondiale, la Lituanie fait partie du pacte secret Molotov-Ribbentrop, donc signé entre l'Allemagne nazie et l'URSS de Staline, l'Union soviétique de Staline. Et là, tout va se faire aux dépens des Pays-Baltes et bien évidemment de la Pologne. Et la Lituanie là, va connaître un double balancier aux effets très négatifs. D'abord, invasion de l'armée rouge en 1940 de la Lituanie, libérée par l'armée, par la Wehrmacht, libérée par l'Allemagne.
reflux, enfin il y a eu 2 reflux en fait, allemands et soviétiques, ce qui va faire une terre de sang en fait de la Lituanie, une terre du sacrifice. Beaucoup de pertes évidemment civiles, la communauté juive est exterminée à plus de 90%. Et double peine donc pour cette Lituanie, 1944, annexée, comme les 2 autres républiques baltes, annexée par l'Union soviétique. Double peine, parce que annexée tardivement par l'Union soviétique, et bien évidemment il faut mettre au pas ces 3 républiques à identité européenne, et la mise au pas se traduit par une déportation massive des populations de ces 3 pays, notamment de la Lituanie qui va payer le plus lourd tribut, jusqu'à 1/3 de sa population qui est déplacée, déportée dans des camps de travail de l'Oural, de Sibérie, jusqu'en Asie centrale pour travailler le coton. Ce qui explique en particulier, lorsque vous voyagez dans ces pays baltes, en Lituanie en particulier, le fait que les musées mettent toujours en évidence la double occupation sur un même plan, hein, l'occupation d'Asie et l'occupation soviétique. 1990-1991, mes derniers mots, pour donner la parole à Dalia, cet art de la dissidence, la Lituanie la cultive jusqu'au bout parce que l'étincelle qui va amener, qui va conduire à l'implosion de l'Union soviétique ne provient pas, comme l'avait prédit Hélène Karadankos ou d'autres personnes de l'Asie centrale, en pensant que, ou de la Transcaucasie, que c'était les minorités musulmanes qui mettraient le feu à la maison soviétique. Non, l'étincelle, elle vient du nord de la Lituanie, art de la dissidence. Un homme politique lituanien, donc Vytautas Landsbergis, prend le taureau par les cornes, déclare donc l'indépendance unilatérale de la Lituanie. La Lettonie et l'Estonie emboîtent le pas donc à Vilnius. Ces fameuses révolutions chantantes, qui sont néanmoins sanglantes pour la Lituanie, avec une forte répression soviétique, hein, un blocus de l'Union soviétique, aurait pu faire basculer dans un autre sens, donc beaucoup plus noir, les événements de l'époque. Toujours est-il que la Lituanie, donc haut les cœurs, la tête haute, eh bien, amène avec elle le démembrement de l'Union soviétique. 1991, donc reconnaissance internationale de la souveraineté de la Lituanie. Et depuis, le petit est devenu grand et on le voit partout. Merci Sylvie. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous et de vous parler de mon pays, la Lituanie. Et merci Sylvie pour ce parcours historique. Ça marche. Merci Sylvie pour ce parcours historique. Et moi, je vais parler plutôt de la Lituanie d'aujourd'hui, des actualités d'aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être ici pour moi, et c'est d'autant plus un plaisir parce que ça me rappelle un peu l'année 2004, quand j'étais pour mon premier poste à Paris, et c'était bien l'année quand la Lituanie a adhéré à l'Union européenne. Et donc, nous nous sommes déplacés beaucoup en France pour présenter notre pays, la Lituanie, le nouveau membre de l'Union européenne. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter un pays qui, depuis déjà presque 10 ans, fait partie de la famille européenne et qui, je pense, qui mérite de ce club européen. Donc, tout d'abord, probablement quelques mots sur les principaux faits et chiffres pour ceux qui ne connaissent pas mon pays. C'est que la superficie, c'est 65 000 mètres carrés, que nous sommes un pays de 3 millions, de population de 3 millions d'habitants. Capitale, c'est Vilnius. La langue officielle, c'est le lituanien. Les gens parlent les langues étrangères également.
Le monnaie, c'est le monnaie nationale, c'est l'ITAS, qui est arrimé à taux fixe à l'euro. Et la situation, comme vous voyez sur la carte, la situation, c'est notre atout principal. C'est tout d'abord que c'est une situation stratégique qui sont très, très importantes, que nous sommes au carrefour de grands marchés et que nous pouvons offrir des possibilités de transit extraordinaires. On peut dire même que la Lituanie, c'est un pays de transit, mais de l'autre côté, cette situation stratégique d'être au carrefour, ça nous rend parfois vulnérables, et surtout au moment quand les grands jeux géopolitiques se jouent. Donc, je ne sais pas combien parmi vous êtes déjà allés visiter la Lituanie. Probablement, vous êtes très peu nombreux dans la salle. Ah, il y en a. Ah, ok. Bon, bravo. J'ai pensé que c'était plus moins. Mais quand même, je pense que nous sommes toujours, la Lituanie est toujours très, très peu connue. Et notre tâche, nous avons, on peut dire, deux tâches principales liées à la marque Lituanie. C'est tout d'abord augmenter la connaissance du pays et surtout remplacer la perception de la Lituanie comme un pays post-soviétique. Parce que comme la connaissance n'est pas très... comme la connaissance du pays est très, très faible, c'est très souvent, pas très souvent, mais c'est assez souvent, nous, on attend de dire que, bon, bah, Lituanie, vous êtes un peu toujours le pays soviétique, c'est un peu comme la Russie. C'est pas du tout le cas. Donc, la définition de Lituanie. Très souvent, nous recevons la question, et la Lituanie, c'est quoi comme pays exactement? Et moi, j'ai la réponse à vous à donner. La Lituanie, c'est un pays nord-européen qui combine ce qui est considéré comme scandinave, progressive, ordonnée, propre, naturelle et attrayante, et ce qui est considéré comme l'Europe de l'Est, nouveau, en plein développement, en forte croissance économique, d'ailleurs la plus forte parmi les pays de l'Union européenne, et encore toujours très, très peu connue. En continuant sur le sujet de marque Lituanie. La marque Lituanie, moi, je dirais que c'est notre marque, c'est notre dynamisme. Donc, la Lituanie, c'est un pays dynamique et la marque de Lituanie, c'est le dynamisme. Et pour vous prouver que c'est bien la vérité, je vais vous donc faire parcourir la chronologie de dynamisme lituanien à partir de l'année 1990, quand nous avons restauré l'indépendance. En passant, on peut dire qu'on a retrouvé la place dans l'arène internationale. La Lituanie a été admise à l'Organisation mondiale du commerce. En 2004, comme je viens de vous dire, la Lituanie a adhéré à l'Union européenne et l'OTAN. À partir de 2004 jusqu'en 2008, nous avons une période, on peut dire, d'une croissance économique extraordinaire. Ce qui a été arrêté en 2008-2009 par une crise économique très très grave. Je vais en parler un peu plus tard, un peu plus en détail pour vous montrer, parce que la crise économique, c'est toujours l'actualité en Europe, même si on voit des signes positifs, mais c'est toujours actualité et c'est toujours un défi pour nous tous. Avec la crise économique, il nous fallait prendre des mesures d'austérité et des mesures d'austérité de faire des réformes structurelles. Et les mesures qui ont été prises, c'était vraiment des mesures draconiennes, on peut dire.
maintenant, nous travaillons pour qu'on corresponde les critères de Maastricht, qu'on puisse adhérer à l'euro, qu'on puisse introduire l'euro comme notre monnaie. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, la Lituanie est en présidence du Conseil de l'Union européenne. Un autre aspect très important et un autre succès, même je dirais, c'est que c'était la semaine dernière, la Lituanie a été élue le membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour nous, c'est un succès extraordinaire de la diplomatie lituanienne, mais en même temps, c'est le challenge de prouver que nous vraiment méritons bien ce siège. Et en 2015, nous projetons l'adoption de l'euro en 2015 et notre ambition pour l'avenir, c'est de faire que le pays que le pays ait l'économie basée sur les hautes technologies. Donc voilà, c'est un petit schéma, la chronologie qu'on a passée à partir de 1990. Et maintenant, je vais parler un peu plus en détail. Je vais vous montrer comment la Lituanie a géré la crise qu'on a eue en 2008-2009. Donc, comme je viens de vous dire que la Lituanie, notre marque, c'est le dynamisme, mais ce n'est pas seulement dans notre pays qu'on voit beaucoup de dynamisme. Comme vous le voyez sur ce diapositive, à partir de 1990, nous voyons beaucoup de dynamisme dans le développement de crises internationales, qui, comme vous le voyez, à partir de 1990, se répètent tous les 10 ans. Et quelle est l'expérience lituanienne dans cette chronologie des crises? Il est difficile de dire la date de la prochaine crise et quel sera son impact sur la Lituanie, mais je peux partager avec vous l'expérience lituanienne en gestion des deux crises que la Lituanie a subies. C'est-à-dire tout d'abord la première grave crise qu'on a eue, c'était en 1999-2000. La crise a été provoquée par la crise russe. Comme notre économie à l'époque était beaucoup liée à l'économie russe, nos exportations ont été orientées principalement vers le marché russe. Et donc cette crise en Russie nous a beaucoup vraiment touchés et gravement touchés. Donc en 1990, cette crise, on peut dire que nous a ouvert les nouveaux marchés. Privés du marché russe, les exportateurs lituaniens ont réorienté leurs exportations vers l'Union européenne, vers l'Europe de l'Ouest. Et ce qui nous a, on peut dire, obligés à adopter les normes européennes pour nos produits. Donc, cela veut dire qu'on a retrouvé cette crise en 1990 nous a ouvert les nouveaux marchés. Et la deuxième crise qu'on a eue, qui était beaucoup plus grave, comme vous le voyez, si en 1990 notre produit intérieur brut a baissé à 1,7%, en 2008 la chute c'était presque 15%, ce qui est vraiment très beaucoup. Et en cherchant de la sortie de la crise en 2009, on peut dire que donc, la sortie, c'était que nous avons réorienté l'économie vers une haute valeur ajoutée, vers l'innovation, vers haute technologie. Et bien évidemment, nous avons on peut dire, donné une très bonne occasion de nous engager les réformes structurelles dans le domaine de la santé, éducation, politique sociale. Donc, en résumant, on peut dire que les crises, c'est toujours le défi, mais en même temps, c'est une opportunité
pour faire des réformes. C'est ce que la Lituanie a fait. Juste juste pour vous donner une image comment notre économie a évolué à partir de 1990. Vous voyez, nous avons eu vraiment de périodes à partir, on peut dire, de 1995 jusqu'en 1999, le période de croissance. Après la crise économique qui a été provoquée par la crise russe, la chute à peu près 2%. Et à partir de 2004 jusqu'en 2008, la croissance était extraordinaire. On a eu vraiment, on peut dire, la période d'une croissance soutenue à un taux annuel compris entre 7 et 9%. Mais je voudrais vous dire que cette croissance a été tirée tout d'abord par la demande interne et les investissements, notamment dans le domaine de la construction, tirés par elle-même par des crédits pas chers. Notre secteur bancaire est dominé par les banques scandinaves. Et les banques scandinaves, à l'époque, donc, on a injecté dans notre économie une énorme somme d'argent, ce qui nous a donné des crédits pas chers. Les gens, on est tous les êtres humains, si on donne de l'argent pas cher, on les prenne et on les dépense. Ce qui était bien le cas pour la Lituanie, et ce qui nous a vraiment rendus très, très vulnérables, d'autant plus que nous ne disposons pas d'instruments monétaires pour corriger tous les disbalances économiques. Et comme vous le voyez, en 2009, c'était la chute extraordinaire, comme c'était la croissance extraordinaire au début. Après, il y a eu la chute extraordinaire, presque 15%. Comment la Lituanie a géré cette situation? Le contexte économique qu'on a eu, c'était que on a eu une très forte contraction de produits intérieurs bruts, contraction du crédit et des marchés d'exportation, augmentation du coût du service de la dette privée et publique et le déficit budgétaire. Et je voudrais vous dire que cette crise qu'on a eue en 2009 a été provoquée par deux crises. Tout d'abord par une crise interne qu'on a eue dans notre pays, c'est-à-dire la surchauffe de l'économie. Et une autre crise, cette crise interne a été encore aggravée par une crise économique mondiale. Et ces deux crises nous a donné un effet de chute de presque 15% à notre produit intérieur brut. Qu'est-ce que nous avons fait pour sortir de cette crise? Quelle était la stratégie de sortie de la crise? Pour le gouvernement, la tâche principale, c'était de préparer une stratégie de sortie de la crise. Et donc, à cette année-là, c'était la fin de 2008, le gouvernement a préparé le plan de redressement économique comprenant, on peut dire, deux plans. Le plan de consolidation fiscale et celui de relance économique. Le plan de consolidation fiscale, c'était tout d'abord réforme de la fiscalité. On a augmentation de TVA, suppression des exceptions fiscales, réduction d'impôts sur le revenu. Et de l'autre côté, il y a eu la réduction drastique des dépenses publiques. Tout d'abord, la réduction des coûts administratifs et ce qui est très important et que, comme je vois que ce qui n'est pas possible en France, c'est la baisse des salaires dans le secteur public à partir de 12 jusqu'à 30%. Parce que mon salaire a été baissé de 12%. Et c'est toujours, les salaires ne sont pas toujours restaurés parce que la priorité du gouvernement, c'est la stabilité des finances publiques.
Les salaires par exemple, les salaires des ministres du gouvernement ont été baissés de 30%. Ce qui vraiment, ce n'est pas... Nous voyons comment la France gère cette récession économique et on peut dire la conclusion que ce ne serait jamais possible probablement dans notre pays. Mais nous, on l'avait fait. Et à côté de réforme de la fiscalité et réduction drastique des dépenses publiques, il y a eu bien évidemment des réformes structurelles. De l'autre côté, pour que les mesures d'austérité, qu'il n'y ait que des mesures d'austérité, il y a eu le plan de relance économique. Le paquet s'est élevé à 15% de produit intérieur brut. Et ce paquet, le plan a été financé par le budget national, par les fonds structurels, par la Banque européenne d'investissement. Et juste un aspect à mentionner que ce plan de relance a été surtout ciblé au soutien pour les entreprises, surtout pour les entreprises qui exportent. Autrement dit, nous n'avons pas soutenu la consommation, ce qui a été bien le cas dans plusieurs pays de l'Union européenne. Mais nous avons mis l'argent pour promouvoir l'exportation, pour que les entreprises puissent renouveler le processus technologique, pour qu'elles puissent innover, pour qu'elles puissent avoir un accès plus facile au crédit. Et toutes ces mesures ont eu un impact positif sur l'économie et surtout sur le développement de nos exportations. Et je peux vous dire que la croissance des exportations lituaniennes ont battu des records historiques. En 2012, les exportations ont eu la croissance la plus forte depuis l'année 1990. Un autre aspect très important dans la gestion de la crise, c'était qu'on a eu un accord national, c'est-à-dire un accord entre tous les partenaires sociaux, que le gouvernement, les syndicats et les associations de business, on peut dire business, tout le monde se mit autour de la table et la question c'était, le pays était donc presque au bord d'une faillite. Et il fallait répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de sortir par nous-mêmes ou on fait l'appel aux organisations internationales en demandant d'aide internationale. Et tout le monde a dit que, bon, on essaie tout d'abord de le faire par nous-mêmes. Et ça, c'était vraiment très, très important parce que toutes les mesures qu'on a eues, ces mesures d'austérité drastique, on n'était pas, bien sûr, accueillis avec un grand joie par les gens. Ça nous a beaucoup touchés, mais on n'a pas eu des grandes protestations, des manifestations de proteste. Et donc, ça nous a beaucoup aidé pour revenir sur la stabilité, pour rétablir l'économie du pays. Et avec toutes ces mesures, on peut dire qu'on a eu la reprise économique assez vite, que nous avons très vite retrouvé la stabilité des finances publiques et le déficit fiscal a été ramené à 3,2% déjà en 2008 et que l'économie a retrouvé la croissance déjà en premier semestre 2010. Cela veut dire qu'on a eu la chute très très forte, mais c'était très court. La chute était très forte, mais la croissance est revenue très très vite. Ce qui était très très bien, cela a été très bien parce que l'économie du pays n'a pas resté dans une période de récession longue. Donc, cela veut dire que les mesures d'austérité, à côté, bien évidemment, à côté le plan de relance économique, ça marche.
Comme vous le voyez, le retour sur la bonne voie était rapide et les actions du gouvernement ont été appréciées et reconnues par l'Union européenne, par le FMI ainsi que par les marchés internationaux avec une série de publications dans la presse internationale. Et notre Premier ministre, maintenant il est l'ancien Premier ministre qui a géré cette crise, lui il a reçu le prix de cycle Leader mondial 2012. C'est une association de la faculté économique de l'université Erasmus de Rotterdam a présenté la candidature de notre Premier ministre, M. Andrus Kubilus, pour ce prix, pour ses mérites dans le secteur économique. Et maintenant, je vais passer sur le sujet de la présidence lituanienne du Conseil de l'Union européenne. Comme vous le savez très bien, à partir de 1er juillet, nous sommes en présidence du Conseil de l'Union européenne. Et je vais vous dire brièvement quelles sont nos priorités, quels sont nos objectifs. Comme vous le voyez, les objectifs essentiels pour nous, c'est une Europe crédible, une Europe en croissance et une Europe ouverte. L'agenda de notre présidence est plus intense que d'habitude, puisque nous assurons la présidence moins d'un an avant les nouvelles élections au Parlement européen. C'est aussi la fin d'une période de 5 années pour laquelle la Commission européenne programme ses actions et surtout le budget européen. Et donc, c'est ce que cela veut dire que la Lituanie doit finaliser le cadre juridique relatif au budget de l'Union européenne pour 2014-2020. Au début de la présidence, donc dès le premier jour, nous avons eu des dossiers imprévus, comme par exemple le scandale PRISMA, les écoutes des services de renseignement, concernant la protection des données qui continue, même aujourd'hui. Il y a eu des articles sur la presse aujourd'hui que c'est pas que la France, il y a eu plusieurs pays de l'Union européenne, même y compris l'Allemagne avec en tête Madame Angela Merkel, qui a été probablement aussi suivie par des services de renseignement de l'Amérique. Il y a eu vraiment des questions de la crise en Syrie, en Égypte, c'était les dossiers imprévus. Et c'était les dossiers que nous avons gérés en coopération avec, donc en intense coopération avec le bureau de Madame Ashton. Maintenant, un peu plus en détail, je vais pas aller trop en détail parce que c'est des sujets assez techniques, mais juste pour vous donner quelques mots, pour vous dire quelques mots sur nos priorités de notre présidence. Donc, pour l'Europe crédible, c'est tout d'abord pour nous, il est très important de mettre en œuvre le nouveau cadre de gouvernance économique, approfondir l'union économique et monétaire, et bien évidemment avec un accent particulier sur le cadre de l'union bancaire, protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et des États membres, et faire l'Europe crédible pour les citoyens. Il est vraiment très important pour assurer la crédibilité de l'économie européenne et surtout de la zone euro. Et avec la crise de la zone euro qu'on a eue pendant ces dernières années, ces crises nous ont montré qu'il y a une vraie nécessité de renforcer la gouvernance économique de l'Union européenne. Une Europe croissante, c'est tout d'abord le budget de l'Union européenne, c'est le marché intérieur avec un accent surtout qui est très, très important, c'est la stratégie numérique, c'est l'économie numérique, et ce sujet est sur l'agenda du Conseil qui se tient aujourd'hui à Bruxelles.
Après, bien évidemment, la question de l'emploi, stimuler l'emploi, c'est très important pour tous les pays de l'Union européenne, pour la Lituanie également, et que le 12 novembre prochain, il y aura la conférence à Paris sur l'emploi. C'est donc le suivi d'une conférence qui a eu lieu à Berlin il y a quelques mois, et que dans cette conférence, notre présidente, elle sera également présente à Paris. Le sujet suivant qui est pour nous très très important, c'est améliorer le marché intérieur de l'énergie de l'Union européenne. L'indépendance énergétique, c'est un défi majeur pour la Lituanie. C'est une priorité de la politique étrangère lituanienne. Après son adhésion de l'Union européenne, la région de la Baltique et la Lituanie, bien évidemment, jusqu'à présent, restent isolées énergétiquement. La Lituanie paie un prix plus élevé pour les ressources énergétiques que les autres États européens, et particulièrement pour le gaz, car nous sommes énergétiquement, on peut dire, énergétiquement isolés et dépendants de l'unique source. Et l'Union européenne a pris comme objectif de créer le marché intérieur de l'énergie jusqu'au 2014, et on ne sait pas si on va y arriver, et éliminer les îlots énergétiques jusqu'au 2015. Ce sont les objectifs qui sont sur les mêmes lignes des objectifs lituaniens, et la Lituanie travaille sur cette direction avec un accent particulier, on peut dire, sur le troisième paquet d'énergie, sur la conception du marché, l'intégration des énergies renouvelables. Et la présidence lituanienne, nous allons présenter le rapport du progrès sur le marché intérieur de l'énergie préparé au Conseil européen en décembre, qui sera consacré aux questions énergétiques. Il y a un autre sujet qui est très important, c'est l'adoption de la liste de projets énergétiques de l'intérêt commun. Et ce sujet-là sera discuté avec nous dans une conférence sur l'infrastructure énergétique. Et le dernier, probablement, aspect d'amélioration du marché intérieur de l'énergie, c'est le renforcement de la dimension extérieure de la politique énergétique. Le troisième objectif essentiel de notre présidence, c'est une Europe ouverte, avec tout d'abord le sujet et le dossier de partenariat oriental, qui est la priorité de notre présidence la plus importante. Et le but de cette priorité, c'est que à Vilnius, le 28-29 novembre prochain, nous allons avoir le sommet de partenariat oriental, et les chefs on espère bien que de tous les États membres de l'Union européenne et bien évidemment des partenaires orientaux se rendront à Vilnius, et M. François Hollande, le président de la République, lui, il a confirmé sa présence dans le sommet sur le partenariat oriental. Et lors de ce sommet, ce qui sera très très important, que nous espérons bien, et c'est probablement ça sera bien le cas, que l'Union européenne va signer l'accord de l'association, qui comprenne aussi l'accord de libre-échange avec l'Ukraine. Et c'est un aspect très important et qui va marquer, on peut dire, les relations de l'Union européenne avec les pays de partenariat oriental. Ça sera comme le point clé qui va faire changer la direction de ces pays, des pays de partenariat oriental, et
Et donc, nous espérons bien que ça va lancer ces pays vers les valeurs européennes, vers les normes européennes, vers l'économie que nous tous partageons ici à l'Union européenne. Donc, la signature de l'accord de l'association avec l'Ukraine, c'est le point clé. Et nous espérons bien qu'il y aura le paraphe des accords de l'association avec la Géorgie et la Moldavie. Et il y a un aspect qui est un peu, on peut dire, négatif, que l'Arménie, elle s'est retirée un peu de ce partenariat. Elle a déclaré qu'elle va rejoindre l'Union douanière. C'est l'Union qui est composée de la Russie, du Kazakhstan et de la Biélorussie, ce qui est dommage, mais c'était le choix de cet État et il faut le respecter, d'autant plus que la pression qui vient de la Russie est extrêmement forte. Et cette pression, elle est bien sentie par les partenaires orientaux et même par les pays de l'Union européenne et surtout par la Lituanie. Et pendant ces dernières semaines, on peut dire que la Lituanie a été bien punie par la Russie pour la promotion de partenariat oriental. Les Russes nous ont bloqué l'entrée des produits lituaniens dans le marché russe. Nos camions ont été arrêtés à la frontière. Les produits lituaniens ont été déchargés et donc ça a eu des perturbations énormes dans notre relation commerciale. Ça a beaucoup gêné nos exportateurs et eux, ils ont eu des pertes, mais ce pas de la Russie, on peut dire, a eu même l'effet pervers. Elle a eu l'effet, on peut dire même contre-effet, parce que c'est pas que les entrepreneurs lituaniens qui ont eu des pertes. C'est les gens, c'est les entrepreneurs russes aussi qui travaillent avec les Lituaniens. Ils ont été également punis, et surtout à Kaliningrad, où les relations avec la Lituanie sont très très intenses. Donc les gens là-bas, ils ont été vraiment également punis, et même il y a eu la requête des autorités Kaliningrad ont été adressées, les demandes ont été adressées à président Poutine pour que la Russie arrête le blocage des produits lituaniens. Donc voilà, la pression est forte, même maintenant, et il est très probable que cette pression, elle sera encore plus forte après le sommet à Vilnius. Et là, nous tous, nous allons voir quelle sera la réaction de la Russie. Maintenant, très très brièvement, je vais vous dire quelles sont les opportunités d'affaires sur le marché lituanien, quelles sont les pierres pour bâtir un succès lituanien. Tout d'abord, que c'est la compétitivité économique du pays, les coûts de production attractifs, le soutien aux entreprises, les ressources des technologies de l'information et de communication, un placement stratégique, l'infrastructure excellente et bien sûr les talents. Parce que nos richesses, c'est les talents. Comme vous le voyez bien sur ce diapositive, la Lituanie peut vous proposer des billets du talent parmi les plus qualifiés de l'Union européenne. 90% des Lituaniens ont suivi un enseignement secondaire ou supérieur, 40% sont titulaires d'un diplôme universitaire ou supérieur, et 90% des Lituaniens parlent au moins une langue étrangère. Quelques mots sur les ressources des technologies de l'information et de communication. Je suis très fière de vous dire que la vitesse de téléchargement Internet est la plus rapide de l'Union européenne et la deuxième plus rapide du monde. Et ça,
Après avoir vécu un an en France, ça j'ai bien remarqué que l'Internet marche chez nous, et je suis désolée de vous le dire, mais l'Internet marche chez nous beaucoup